Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau live de Optoys. Je suis Sarah Garcia de l'équipe de Optoys et ce soir, je vous invite à cet échange, à cet espace d'échange, à ces discussions online, accompagnées aujourd'hui, bien accompagnées par Méline Dutrievos-Boyer et Thomas Ullmann. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Donc, ce soir, ce qu'on vous propose, c'est une discussion online, une discussion en ligne pour vous donner de l'inspiration, des conseils, des pistes pour bien vivre cette période de Noël et bien profiter des enfants de 0 à 3 ans. C'est-à-dire que c'est un live à destination des parents ayant des enfants, des tout petits loulous. Et donc, du coup, on va échanger ensemble avec ces deux experts qui ont beaucoup d'expérience. Ils vont nous donner des pistes et on va essayer de répondre ensemble à des questions de comment faire pour que les fêtes se passent bien, pour qu'ils deviennent des moments mémorables, pour qu'on profite tous, que les enfants deviennent des acteurs, mais aussi cette question de qu'est-ce que je peux offrir à Noël, je n'ai pas d'idée, comment me faire plaisir, comment faire un bon cadeau. Et donc, du coup, pour cela, je vous invite à poser des questions en commentaire. On va essayer de répondre, soit par écrit, ma collègue Marianne qui est en charge de la communication, soit moi, je vais intégrer vos questions dans la discussion. Donc, pour cela, on a deux experts. Je suis très, très honorée ce soir d'avoir Méline Dutrievos-Boyer, qui est formatrice dans le monde de la petite enfance, qui a plus de 16 ans d'expérience dans ce domaine, en plus directrice des crèches. Vous êtes formée aux pédagogies Montessori, Reggio, passionnée de la petite enfance et ça vous amène à être bien investi dans des associations, concrètement deux, j'ai envie de mentionner ce soir, Agir pour la petite enfance et Ensemble pour l'éducation. Mais en plus de ça, très intéressant les concepts que vous savez créer qui s'appellent la slow pédagogie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu en quoi cela consiste? Bien, et bien, bonsoir à tous et à toutes. Alors, effectivement, la slow pédagogie, c'est l'approche pédagogique que je développe au quotidien dans mon travail, en crèche ou en formation. Alors, c'est pas du tout un nouveau concept, c'est pas une nouvelle recette, c'est vraiment une approche, un état d'esprit pédagogique qui se concentre sur des évidences qu'on connaît certainement tous, comme le plaisir du jeu en extérieur, l'intérêt des jeunes enfants pour le matériel simple, toutes ces choses-là. Plus particulièrement, l'approche de la slow pédagogie se travaille plusieurs axes. L'apprentissage par l'expérimentation. Donc, c'est-à-dire qu'on recherche comment mettre en place des ateliers, des univers ludiques où l'enfant puisse être en posture de chercheur. Quel matériel lui mettre entre les mains pour qu'il investisse son temps, quelle relation mettre, mettre en place entre l'adulte et l'enfant pour que le plaisir soit partagé, que ce soit pas seulement l'adulte qui propose et l'enfant qui joue tout seul, mais vraiment comment on peut faire pour qu'il y ait un plaisir réciproque qui se partage. Voilà un petit peu, très très brièvement, cet état d'esprit pédagogique que j'ai mis en mots sur mon site internet que vous pouvez retrouver si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup, Méline. Et on est aussi accompagné de Thomas Ullmann, directeur artistique, intervenant de art graphique, intervenant à IRTS, l'Institut régional des travailleurs sociaux de Nelly-sur-Marne, auprès des futurs éducateurs de jeunes enfants. Vous proposez également des installations artistiques à destination des enfants. Donc voilà, vous êtes un passionné du monde du dessin, vous êtes autodidacte, vous avez appris le métier chez Canal+, après vous avez passé par pas mal des agences de communication, par finir en tant que freelance aujourd'hui. Et vous êtes le créateur de la Semaine nationale de la petite enfance. Bonsoir Thomas, vous pouvez nous raconter un peu plus sur ce projet? Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités.
La Semaine nationale de la petite enfance a été créée, on l'a créée il y a 14 ans. Je ne suis pas le seul créateur, on est toute une équipe, dont Méline fait partie. On l'a créée non, il n'y a pas 14 ans, en 2014, excusez-moi, donc on attaque la 8e année. C'est un événement qui a lieu dans toutes les structures d'accueil, collectives, individuelles, mais aussi centres sociaux, hôpitaux, enfin partout où il y a des tout petits 0-3 ans. Et l'idée était de créer une semaine de rencontres autour du trio, c'est-à-dire les enfants, les parents et les professionnels. Donc tous les ans, il y a une thématique qui est définie par un comité d'experts qui s'appelle le comité des passages. Et cette année, on attaque justement la 8e année. On a lancé les inscriptions lundi sur le site internet. Et le thème de cette année est drôle d'histoire. Voilà, on crée toujours un thème qui est créé par le comité d'experts et qui se veut engageant, déployant de la réflexion, voilà, et surtout de la rencontre de ce fameux trio. Super, merci beaucoup Thomas. Donc, si vous savez un Et peu suivi, oui. excusez-moi, ça, et Optoys est partenaire. Non, mais j'oubliais parce que voilà, c'est depuis, je crois, je sais plus, 3 ou 4 ans. Et voilà, donc on sait un peu, tout ça, c'est une famille voilà, autour du petit. Tout à fait, c'était des belles rencontres et des partages des projets, des valeurs, une vision et voilà, des belles collaborations qui se mettent en place. Et comme vous savez constater, on est bien entouré. On a deux experts dans les domaines de la petite enfance avec deux approches différentes. Slow pédagogie, il y avait certains qui demandaient slow comme lent en anglais et pédagogie. Donc, voilà. Et Thomas avec une vision un peu plus artistique. Donc, c'est vraiment complémentaire. Et tous les deux, vous allez nous accompagner un peu sur comment présenter, comment faire pour que cette période de préparation de Noël soit une opportunité pour explorer ensemble. Méline, quels sont un peu les conseils à donner aux parents pour les avant Noël? Quelles peuvent être les occasions? Comment on peut faire? Alors c'est vrai que moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que ce qui est important, c'est d'impliquer les enfants avec nous dans toute cette effervescence. En tant qu'adulte, voilà, on met parfois beaucoup d'effervescence autour de ces festivités. On fait monter un petit peu toute une attente, une pression. On y met beaucoup de symboles, alors selon les cultures de chacun, voilà. Le sapin, les cadeaux, voilà, certains ont le calendrier de l'Avent, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses, toute la décoration, etc. C'est vrai que pour les 0-3 ans, parfois on a une espèce de paradoxe où on veut qu'ils soient concernés par ce moment-là et en même temps, toutes les décorations, on les met souvent un peu en hauteur. Le sapin, on lui dit aide-nous à faire le sapin, mais après, il faut plus qu'il touche. Voilà, parfois, en tant qu'adulte, on n'est pas toujours très, très cohérent dans cette période de préparation. Donc, je pense qu'il y a une idée à trouver, une place à trouver pour vraiment inclure, si c'est un souhait des parents, vraiment inclure les enfants, enfin les jeunes enfants dans cette période-là. Donc, soit revoir, nous, en tant qu'adultes, nos exigences sur la beauté du sapin, voir voilà, qu'est-ce qui fait que oui, on décide qu'il puisse quand même qu'il ait le droit de toucher aux décorations, qu'on mette des décorations à sa hauteur, qui évidemment ne soient pas forcément dangereuses. Voilà, je pense que ça peut être une première idée. Mmh. Et pour cette préparation du sapin, par exemple, vous savez, Thomas, des propositions artistiques à faire, ou vous savez un projet ou quelques suggestions à faire En aux tous les parents? cas, ouais, la décoration, j'ai envie de dire justement, faites ce que vous avez envie, surtout en ce moment, dans la période dans laquelle on vit, faites avec ce que vous avez. C'est vrai que nous, les installations où on travaille énormément avec du matériel récupéré. On essaye d'acheter peu, en fait, pour que aussi ce soit accessible à tout le monde. Donc, on peut décorer un arbre de Noël même avec du papier journal chiffonné. Enfin, ça peut être très joli. Mais comme dit Méline, ce qui me paraît hyper important, c'est effectivement d'inclure complètement l'enfant.
Ça veut dire que le tout petit, il est ici et maintenant. Ce qui est important pour lui, c'est ce qui se passe là. Il n'est pas dans l'anticipation ni dans la recherche de ce qui s'est passé. Donc, il faut qu'il vive le moment. Et Méline dit très justement, alors on fait un sapin, on le fait en hauteur, souvent, c'est vrai. Et puis surtout, ah ben non, touche pas les boules, etc. Enfin bref. Au contraire, c'est des moments que l'enfant doit vivre et c'est des moments chaleureux où on se retrouve en famille. Et se retrouver en famille, c'est aussi faire des choses ensemble. Donc c'est vrai que pourquoi pas, j'ai envie de dire comme conseil artistique, laisser l'enfant artiste faire. C'est-à-dire finalement, on peut peut-être lui laisser du matériel à disposition. Alors ça peut être le matériel classique, hein, des guirlandes, des boules, que sais-je, mais pourquoi pas d'autres choses qui vous viennent comme ça à l'esprit. Je sais pas là comme ça, j'ai pas d'idée tout de suite, mais ça peut être des petits cartons, ça peut être du papier, ouais, je vous dis du papier journal, de l'aluminium, et faisons avec l'enfant et laissons-le faire parce que pour lui ça va être un jeu. Et en fait, tout ça, on ne se rend pas compte, mais l'enfant, enfin, pendant ce temps-là, Méline en parlera mieux que moi, mais il fait de la motricité, il fait travailler son intelligence logique, il fait travailler son équilibre, etc. Donc, c'est génial parce que c'est un jeu et en même temps, l'enfant, ça le fait grandir. Et c'est de la même manière pour le repas. Mais faisons le repas avec les petits, laissons-les mettre les mains dans la farine et en mettre partout et réjouissons-nous de ça. En fait, peut-être pour se redire peut-être ce que voit l'enfant dans nos décorations de Noël, lui, s'il voit une boule, pour un enfant de 0 à 3 ans, une boule égale un ballon. Donc forcément, il va avoir envie de l'attraper et essayer de la faire rouler. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une bêtise, c'est juste voilà, ce qu'on appelle dans notre jargon de professionnel le mécanisme de l'affordance, c'est-à-dire que l'enfant prend l'objet pas pour son code social, mais pour ce que lui inspire la propriété de l'objet. Donc, c'est rond, bah, tiens, ça doit rouler, donc je vais essayer de le faire rouler. Tiens, les épines du sapin, visiblement, quand je tire dessus, ça reste entre mes doigts. Donc, je pense qu'il va être dans une découverte vraiment sensorielle et motrice des décorations, donc à nos risques et périls. Donc voilà, soit à nous de revisiter un petit peu ce qu'on a envie de lui mettre à sa hauteur, à disposition. Voilà, accepter que de 0 à 3 ans, peut-être qu'on ne fait pas un sapin parfait, peut-être qu'on accepte qu'il y ait des épines qui soient tombées au sol, mais c'est aussi peut-être l'occasion à l'enfant qui adore la coopération de lui dire, tiens, on va chercher la pelle et la balayette et puis on va ramasser les épines. Voilà, ça, il adorera nous aider à, à ramasser et comment on pourrait dire, Oui, à participer même du nettoyage. oui, à coopérer, voilà, là-dedans. Mais c'est vrai, ce que dit Méline, il y a plein. Moi, l'affordance, c'est marrant parce qu'effectivement, en fait, c'est ce que font les artistes aussi d'art contemporain. Hein, c'est des chants. On prend un objet du quotidien, on le pose sur un piédestal et on définit que c'est une œuvre d'art. Mais l'enfant est artiste et l'enfant, quelque part, fait ça aussi. Mais lui, sans aucun jugement social et en totale liberté. Et c'est vrai que parfois, j'ai l'impression que les artistes ont gardé comme ça leur âme d'enfant et sont capables de se détourner de ce que la société a défini et donc d'aller plus loin ou en tous les cas, de faire réagir. Et, ça me faisait penser juste aussi, Méline, quand tu parles de la boule et du rond, l'importance de la forme ronde dans la petite enfance et chez des pédagogues comme Froebel. Enfin, c'est marrant parce que tout se regroupe, quoi. Et puis en art, c'est pareil. Le rond, c'est une forme absolument indispensable. Et puis c'est notre planète Terre. C'est elle qui nous relie tous. Donc enfin voilà, on dit tout se joue entre 0 et 3 ans, mais tout est à 0 et 3 ans. Et c'est plutôt à nous, au moment de Noël, peut-être de se mettre au niveau des enfants et de profiter de ce que eux nous amènent comme émotion et comme observation. Donc voilà, les premiers conseils, c'est vraiment essayer d'impliquer les enfants, essayer c'est une invitation aussi aux parents, mais s'ils souhaitent, de changer un peu la posture et pas que tout soit nickel, sinon vraiment accueillir l'enfant un peu acteur, artiste. Non, donc on prend note de ça. Et ma collègue aussi, Marianne, vient de partager un article de blog autour de la fordance. Si vous ne savez pas exactement ce que c'est, vous pouvez approfondir sur ce concept en lisant l'article. Donc, on a Sarah, vu… oui, pardon. Excusez-moi. Du coup, si j'ai un autre petit partage éventuellement à proposer et très concret, si ça vous Bien dit. sûr.
une idée toute personnelle que je vais reprendre moi cette année à la maison. Alors cette idée, je l'ai eue par une équipe de crèche qui a participé au Giraffe Awards qu'organise la Semaine nationale de la petite enfance. Et qui l'année dernière, justement dans cette attente de Noël, a créé un calendrier de l'Avent que j'ai trouvé très sympathique, justement dans cette idée de partage. Donc chaque jour, l'enfant ouvre une petite enveloppe et c'est pas un cadeau qu'on reçoit ni un chocolat, mais c'est un défi. Et cette crèche avait travaillé. Alors aujourd'hui, le défi, c'est tout le monde arrive à la crèche en pyjama. Ou aujourd'hui, on mange à l'envers. Ou voilà. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa dans l'idée, c'est qu'on s'offre pendant 25 jours, on s'offre un défi à partager entre adultes et enfants et ça nous concerne tous. Voilà, c'est pas une petite case qu'on ouvre où il y a un jouet pour l'enfant ou un chocolat pour l'enfant. Là, c'est un défi. Adultes et enfants vont devoir faire quelque chose ensemble. Et moi, l'idée me plaît et voilà, je me suis dit très concrètement que cette année à la maison, voilà, on va faire des petits défis. Après, c'est des petits défis qui peuvent complètement correspondre à chaque famille. Voilà, tout ce qui peut un petit peu. C'est aussi l'occasion, je trouve, de s'autoriser un petit peu la différence avec les habitudes. Voilà, selon ce qu'on a l'habitude de faire de manière un petit peu cadrée, ben là, peut-être que c'est l'occasion de se lancer un défi, de faire les choses un petit peu autrement. Voilà, pourquoi pas faire un repas tout sucré alors que d'habitude on mange très équilibré, ou voilà, des petits défis comme ça qui peuvent être vraiment sympas pour aider justement l'enfant à décompter les jours jusqu'au 25. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que justement, c'était une des surprises, une des propositions qu'Optoys allait faire sur le blog. Vous savez qu'on propose plein de ressources en téléchargement. Et justement, avec l'équipe, la semaine dernière, on avait parlé de l'importance de retrouver, en plus avec ce contexte un peu de reconfinement, de retrouver l'importance des expériences et proposer aussi un calendrier de l'Avent avec des expériences. Donc, bientôt, vous serez sur le blog optoys.fr, un calendrier de l'Avent, un peu comme Méline a dit. Donc, voilà, je vous invite à suivre notre blog. Merci, Méline. C'est curieux qu'on est dans la même ligne. Comme premier défi, vous pouvez vous dire que vous faites un sapin de Noël sans sapin. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. En plus, ça évite de couper des arbres. C'est plutôt pas mal aussi. Mais voilà, laissez les enfants créer le sapin avec ce qu'ils veulent. Voilà. Ou je sais pas, mettez-le à l'envers, ou prenez une chaise pour le faire. Enfin, amusez-vous, quoi. Excellent, excellent. Ma collègue Marianne confirme que le calendrier de l'Avent sera demain disponible sur notre blog. Donc, on va voir, Méline, si on a les mêmes idées ou pas. Super. Et donc, du coup, aussi, on avait vu que justement, Noël, c'est plein des opportunités qu'on vient de voir, des petits moments pour explorer ensemble, des partages, pour s'impliquer, se mettre un peu effectivement à l'auteur des enfants. Et c'est des opportunités pour maximiser les partages, mais qui dit ça, dit aussi d'une façon indirecte, travailler les compétences sociales, non, Méline? Oui, alors ça, effectivement, tout dépend un petit peu là où on place l'importance des symboles de Noël. Quelle place on accorde au Père Noël, enfin voilà, toutes ces choses-là. Moi, vraiment très personnellement, je trouve que l'enfant est assez, enfin, est pour moi naturellement généreux. Il a vraiment un élan très, très spontané pour offrir quelque chose aux autres. On voit bien hein, qu'ils aiment bien nous cacher des petites surprises dans le dos et puis nous offrir des choses. Alors si on démystifie un petit peu cette histoire de Père Noël et que voilà, on dit que Noël, c'est aussi l'occasion c'est la fête des cadeaux et c'est la fête des attentions les uns pour les autres. Si l'enfant a ce profil-là d'aimer offrir des choses, pourquoi pas inclure dans cette période de préparatif des temps où on va concocter des petites surprises pour papy, pour papa,
voilà, pour aussi donner à l'enfant l'occasion d'avoir le plaisir d'apporter quelque chose, de poser quelque chose sous le sapin ou voilà, d'offrir quelque chose. Et voilà, moi, cette générosité qui est pour moi vraiment au fond de chaque enfant, je me dis qu'elle est à cultiver Mhm. et que peut-être si, voilà, si on ne s'accroche pas forcément au concept du Père Noël, peut-être que c'est l'occasion de la cultiver à ce moment-là. Et puis, bah, si la place du Père Noël est trop forte, alors on la cultivera à une autre occasion. Mhm. Merci. Et des conseils pendant Noël, c'est-à-dire des idées créatives, peut-être Thomas, de comment présenter, faire les cadeaux, comment présenter les cadeaux, comment faire la distribution des cadeaux, voilà, comment mettre la table. Je pense que pendant Noël, le jour même, on peut avoir aussi des choses à proposer, non? Oui, alors en tous les cas, comment disposer les cadeaux? C'est vrai que quand on a commencé à travailler sur les installations, pour les enfants, l'idée était surtout de faire appel à des artistes pour, si vous voulez, ranger les éléments. C'est-à-dire que c'est comme tout le monde, quand vous arrivez dans un supermarché, il y en a partout, il y a des couleurs partout. Finalement, vous êtes venu chercher un truc, vous en prenez 10 fois plus. Bon, ça, c'est calculé pour, mais surtout, vous vous y perdez. Voilà, vous n'allez pas, quelque part, vous n'allez pas à l'essentiel et ça va empêcher un artiste, par exemple, si vous lui donnez 14 tonnes de peinture en vrac, plus des pinceaux, il ne voit pas son matériel. Et ben l'enfant, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on veut, nous, faire travailler, entre guillemets, les enfants, développer leurs compétences, par exemple sur de l'art graphique, sur du dessin, sur de la trace, on va plutôt disposer des crayons à plat, sur le sol, par exemple, ou sur une table à hauteur d'enfant, en les mettant vraiment les uns à côté des autres, éventuellement en mettant, en les rangeant un peu par couleur, et en mettant une feuille de papier, peut-être 2 feuilles différentes. Tout ça pour que l'enfant, en fait, plus il va distinguer le matériel qu'il a à sa disposition, moins, quelque part, il va perdre du temps et de concentration à aller chercher au fond d'un pot ou des feuilles de papier qui sont rangées dans un tiroir, et il va aller directement s'exprimer. Et ben en fait, je dirais que pour les cadeaux de Noël, c'est un peu pareil. C'est vrai qu'on fait un espèce d'énorme tas que souvent les adultes trouvent très beau, mais ça reste un énorme tas sur lequel on ne lit rien. Voilà, on ne voit rien. Et en fin de compte, c'est vrai que peut-être on pourrait installer les cadeaux, on peut le faire avec l'enfant d'ailleurs, de manière un petit peu esthétique. Alors les ranger du plus petit au plus grand, du plus haut au plus bas, par couleur, les mettre à plat, de manière à ce que l'enfant, parce que moi je me souviens ces espèces de moments d'hystérie totale enfin il y a des cadeaux mais les résultats, les enfants ne voient rien, ils voient plus rien. Enfin voilà. Et une autre chose, moi qui me semble importante, c'est garder les papiers cadeaux chiffonnés et garder les cartons, parce que c'est avec ça que les enfants vont s'éclater. En tous les cas, dans un premier temps, enfin voilà, ils vont avoir envie de jouer avec. Et ne soyez pas déçus s'ils vous disent pas, enfin voilà, bon, pas les tout petits, mais les un peu plus grands, s'ils vous disent pas que c'est génial, mais qu'ils se précipitent à faire du dessin sur les cartons, c'est pas grave, au contraire, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut avoir quelque chose d'un peu esthétique et de le faire avec l'enfant. Je pense que c'est la même chose quand on met la table. Mettons la table tous ensemble, mais aussi laissons l'enfant. Voilà, l'enfant est créateur, l'enfant il est ingénieur, il est inventeur, voilà, j'ai envie de dire à sa naissance. Donc vraiment, laissons-nous porter par ça. Et s'il met les verres à l'envers et qu'il met le couteau dans le verre, c'est pas grave, c'est plutôt rigolo, ça fera une surprise. Mhm. C'est vrai que l'enjeu de la présentation a un réel effet sur la manière d'aborder quelque chose. Moi, ça me fait vraiment penser à une assiette très bien présentée dans un beau restaurant. Quand on nous sert une très belle assiette, tout de suite, on ralentit parce que d'abord, on veut l'apprécier par les yeux, on veut l'observer, on veut voir ce qu'il y a dedans, on veut peut-être sentir, etc. Vraiment une appréciation d'abord visuelle avant voilà, commencer à la déguster, contrairement à une assiette qu'on se sert peut-être rapidement à la maison et qu'on va manger juste parce qu'on a faim. Effectivement, je le vois très bien en crèche quand on fait des mises en scène pédagogiques, des installations, comme disait Thomas, parfois avec des pyramides, etc. C'est vrai qu'on me fait toujours la réflexion, oui, non, mais ça dure 5 secondes parce que l'enfant va arriver et va tout casser. Ben non, pas forcément. Justement, quand il y a un effet, une recherche esthétique de la mise en scène des jouets des enfants, en tout cas du matériel pédagogique, l'enfant aussi, il va tourner autour
cette installation, on va regarder comment est faite la tour, on va peut-être être impressionné par des jeux de lumière, par une déclinaison de couleurs, etc. Et en fait, on ralentit, en tout cas, peut-être le déplacement de l'enfant, enfin en tout cas sa manière dont il va l'investir. Et voilà, nous qui sommes parfois en tant qu'adultes un peu agacés si l'enfant voilà, ouvre tous ses cadeaux très très vite et puis cherche s'il n'y en a pas un deuxième et puis voilà, on ne trouve pas ça très poli peut-être. Voilà, comme dit Thomas, effectivement, si c'est mis tout en tas, c'est comme si voilà, c'est comme la caisse de Lego ou la malle à déguisement à la maison qui est pleine à ras-bord et du coup il renverse tout pour fouiller dedans, il fait sans faire grand-chose finalement. Et voilà, si les cadeaux aussi sont peut-être agencés d'une certaine manière, peut-être étonnante aussi, ça peut être une manière de familiariser l'enfant à prendre conscience de chaque cadeau, d'y aller plus tranquillement et certainement c'est peut-être voilà, il y a un comportement social qui est plus plaisant aussi pour l'adulte où on sent que l'enfant va apprécier chaque chose en son temps. Donc voilà, peut-être effectivement des cadeaux plus étalés, pourquoi pas dispersés dans la maison, une chasse au trésor aux cadeaux. Donc du coup, c'est plus là, la surprise, c'est pas seulement le contenu du cadeau, c'est aussi toute l'expérience qui va se vivre autour de la découverte du cadeau, quoi. Mais où est-ce que, alors le Père Noël, si c'est le Père Noël, mais où la personne, oui, il est coquin, il a mis le Père Noël, il a mis le cadeau dans la baignoire, enfin voilà. Et du coup, l'enfant, c'est pas simplement le jouet dont il va se souvenir, mais c'est vraiment, voilà, la découverte de l'objet qui peut rendre vraiment l'expérience assez inédite et mémorable pour lui, quoi. Oui, c'est une très, très bonne idée de faire des chasses au trésor. Aussi, Eriam partage sur Facebook une bonne idée, c'est faire des tournées des cadeaux. Pendant toute la soirée, en fait, de réveillon, à chaque nouveau plat, une personne va chercher dans l'état des cadeaux un pressant et donc du coup, ils les font à chaque personne et entre chaque plat. Et donc du coup, c'est une façon aussi de digérer aussi cette réception des cadeaux. Non, on revient au concept un peu de slow pédagogie, à essayer de ralentir pour vraiment digérer. Et cette importance aussi sur la partie des présentations, cette mise en place une scène pédagogique comme on avait fait déjà un live autour de ça au mois de juin avec Méline. Et effectivement, c'est très important, comme Thomas disait, non, l'importance dans les installations artistiques, ça s'est voyé aussi, donc c'est important cette idée-là. Merci. Et donc du coup, est-ce que cuisiner, ça peut être ici une autre occasion, une opportunité pour échanger, pour partager? Quels sont les conseils, des pistes, des invitations aux parents? Cuisiner, c'est un moment, sauf ceux qui n'aiment pas ça, mais c'est un moment généralement de joie. On sait qu'on va se faire plaisir. Et puis, pour le coup, pour l'enfant, alors là, c'est une découverte fabuleuse. Alors, entre la manipulation, les différentes matières, les différents objets, les odeurs, les bruits, enfin, il y a tout, quoi. Je veux dire, je pense qu'on ne peut pas être plus dans l'éveil qu'en faisant de la cuisine. Alors, c'est vrai qu'au moment de Noël, c'est vraiment le moment de le faire tous ensemble. Et c'est le moment de profiter. Et puis, on peut faire avec les petits la recette de la grand-mère un petit peu cadrée, puis on peut peut-être laisser les petits aussi inventer leur propre recette, évidemment. Et puis, ouais, en mettre un petit peu partout. Et là aussi, leur présenter les choses de manière lisible, vous voyez. Mais ça, c'est comme pour nous. C'est-à-dire que si je vous donne un œuf, je sais pas, du lait, de la farine, je pense qu'on peut faire 50 recettes. Si je vous donne un poulet, des carottes, voilà, enfin, beaucoup plus d'ingrédients, en fin de compte, vous allez pouvoir faire une ou deux recettes. En fait, on croit toujours que plus il y en a, plus on va pouvoir. En fait, non. Moins il y en a, plus on développe son champ des possibles. Donc, c'est pareil dans la cuisine. Si on peut disposer un petit peu les ingrédients, etc. Un peu comme c'est exactement comme font les cuisiniers. Et Méline parlait tout à l'heure de la cuisine, c'est exactement ça. Quand on vous sert un espèce de plat avec une louche, vous savez pas ce qu'il y a dedans, etc. Bon, voilà. C'est pas forcément, ça donne pas forcément envie d'y aller. C'est vrai que quand vous allez dans un restaurant gastro, voilà,
et qu'on lit bien les éléments et qu'on voit bien comment ils ont été cuisinés. Enfin, c'est beaucoup plus alléchant, c'est beaucoup plus agréable et on prend beaucoup plus de plaisir. Mais je pense que oui, la cuisine, c'est un moment fabuleux. Il y a plein d'ateliers qui sont développés. On a vu ça aussi parce que avec Méline, pendant effectivement les Giraffe Awards, on a vu aussi à Reggio Emilia. Mais par exemple, une pomme dans tous ses états, quel apprentissage pour l'enfant. Lui montrer ou couper avec une pomme entière, une pomme épluchée, où on garde évidemment la peau de la pomme à côté, une pomme coupée en cubes, une pomme râpée, cuite, etc. Voilà, il y a plein, et là, l'enfant va découvrir différents goûts, la transformation de la matière, même si lui, évidemment, il ne se dit pas que c'est de la transformation de la matière, mais après, c'est toute son intelligence qu'il est en train de construire, c'est tout son éveil, tout son développement. Donc, c'est un matériau, j'ai envie de dire, mais même pour les artistes, qui est extraordinaire, la cuisine. Alors, surtout au moment de Noël, ce qu'on peut faire en famille. Oui, moi ça me fait penser aussi enfin au-delà de la découverte sensorielle, je raccroche à ce qu'on se disait tout à l'heure sur les compétences sociales. C'est vrai que nous, quand on cuisine, bon, on apprécie aussi avoir des retours positifs sur ce qu'on a pu cuisiner. Là, le fait de partager la cuisine avec l'enfant, on se donne aussi l'opportunité qu'il puisse être fier de sa réalisation. Voilà, en disant bah, j'ai cuisiné le plat avec papa et maman. Je trouve que c'est important. Dans le quotidien, on ne donne pas forcément la place à l'enfant de participer au repas quotidien par de temps, etc. Mais là, si on veut voilà, prendre ce prétexte de pouvoir cuisiner en famille pour développer l'estime de soi aussi du jeune enfant, je pense que c'est une opportunité intéressante à pas louper. Et est-ce que c'est possible de cuisiner avec la toute petite enfance de 0 à 3 ans? Quels sont les conseils? Du bon sens. Non, mais enfin, c'est évidemment un enfant de 2 mois, mais par contre, il peut participer parce qu'on peut lui donner un objet voilà, qui est pas, oui, on va pas lui filer un couteau de cuisine hyper aiguisé, mais une cuillère avec lequel on vient de travailler, on peut lui tendre un aliment, voilà, tout petit. Après, quand il commence à grandir, il peut vraiment plus participer, mais enfin, moi, je pense que c'est du bon sens et je pense que tous les parents l'ont. Enfin, voilà, évidemment, on ne va pas le laisser touiller une casserole pleine de chocolat bouillant ou voilà. Enfin, l'instinct des parents est là pour faire le boulot. Mais aussi, on peut aussi aller peut-être un petit peu plus loin et des choses qu'on n'oserait pas faire, tenter un petit peu le coup en l'accompagnant, en lui montrant un peu comment faire, en lui tenant la main. Enfin, je pense qu'il y a énormément. Il a un instinct aussi, l'enfant, enfin, j'ai envie de dire, de survie. Donc, c'est vrai que je crois qu'il n'y a quasiment pas de limites, à part les limites qui sont les plus évidentes, qui viennent voilà, à l'esprit de tous les parents. Non, je ne sais pas, Méline. Oui, après, voilà, oui, il y a des super ustensiles de cuisine qui existent, ergonomiques pour les tout petits, avec des butées de doigts pour des petits couteaux ou même des économes spécialement pour les enfants, voilà, qui à la fois font leur fonction d'éplucheurs et de pouvoir couper, parce que je trouve que donner des faux semblants aux enfants, c'est pas forcément leur donner l'occasion d'apprendre. Si on leur donne un couteau qui ne coupe pas, on ne peut pas lui demander de nous aider. Donc, trouver des ustensiles qui font vraiment, qui assurent leur fonction, mais en même temps qui ont une petite installation ergonomique qui permet d'assurer la sécurité, c'est assez intéressant. Voilà, après, c'est toute une question de revoir nos exigences à nous. Et voilà, qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on a envie de dire de notre plat? Est-ce qu'on a envie qu'il soit parfait visuellement ou est-ce qu'on a envie de dire que il est un petit peu loufoque parce qu'on l'a fait avec Zoé qui a 2 ans et elle a mis sa petite touche et voilà quoi. Qu'est-ce qui est le plus important au moment de Noël à présenter? Ça, c'est propre à chacun. Et en plus de faire participer l'enfant, juste, c'est ce que disait Méline tout à l'heure, c'est que il est généreux, l'enfant. Et moi, je pense qu'on a tout ça. C'est quand on était gamin, on adorait avoir des cadeaux à Noël. Mais adulte, qu'est-ce qu'on adore encore plus en faire, en fait, des cadeaux.
Et c'est vrai que, voilà, comme il peut participer au plat et justement avoir cette générosité, on peut aussi se dire que, tiens, on va faire des petits cadeaux pour la famille ensemble. Voilà. Et ça peut être des pommes de pin qu'on ramasse, hein. Justement, je voulais aborder la partie plus cadeau. Donc, quel est votre avis sur l'équilibre un peu le plaisir d'offrir et le plaisir de recevoir? Parce qu'au final, on a les deux chez les adultes et chez les enfants. Et les moments de Noël, souvent, ce sont les adultes, l'entourage de cet enfant qui va vouloir participer, faire des cadeaux. Les parents, ils vont avoir peut-être une vision un peu pédagogique des choses qui se tairaient. Donc, comment jouer cet équilibre-là sur le plaisir d'offrir? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Moi, je, complexe. ouais, Thomas? moi, je dirais qu'il faut laisser parler un peu son cœur. Et puis non, mais c'est surtout ça, c'est se dire, on a le réflexe de se dire, il faut leur faire des cadeaux. Et puis alors, plein de cadeaux, hein. Ça, plus on peut en faire, mieux c'est. Je ne sais pas si c'est forcément malin pour les enfants, mais parce que finalement, il y a plein de jouets qu'on laisse tomber. Mais, mais surtout, voilà, on a envie qu'ils aient plein de cadeaux, mais encore une fois, eux aussi, ils peuvent avoir envie d'offrir quelque chose. Et on peut, là, pour le coup, construire des choses, ou pourquoi pas mettre en place justement des petits ateliers entre, là, en famille, avec les grands-parents, les frères et sœurs, et essayer, ça peut être, je sais pas, des dessins, enfin, ça peut être absolument ce qu'on veut, mais cette recherche un peu de qu'est-ce qui peut faire plaisir, je sais pas, à maman, à grand-père, etc. Et puis se questionner là-dessus, puis faire un petit emballage, etc. Donc c'est déjà le faire participer là-dedans. Je pense que je vois pourquoi l'enfant serait juste un espèce de réceptacle où on l'oblige un peu en plus comme ça à être heureux. Hein. Enfin, faut que tu voilà. Et puis après, évidemment, le laisser vivre le moment aussi de déballer, parce que le moment de déballer les cadeaux, c'est ce qu'on voit sur les ateliers, comme dit Méline. C'est vrai que les installations, etc., c'est exactement ce qu'a dit Méline. Ce qui est étonnant, c'est que les enfants vont doucement. Ils vont à tâtons. Ils sont étonnés parce que, par exemple, on va leur présenter des chutes de bois qui sont éclairées par des petites lumières, qui donnent une ambiance esthétique. Ils sont très surpris par ça. Ils y vont à tâtons. Et puis, à un moment, ils vont rentrer dans le truc. Moi, ce que j'ai beaucoup observé n'étant pas un pédagogue, c'est la concentration des enfants, mais le temps dans lequel ils peuvent rester sur un atelier, c'est-à-dire moi j'en ai vu, mais vraiment des petits, rester une demi-heure, trois quarts d'heure sur le même atelier, même en voyant qu'il y a d'autres ateliers à côté. Ça. Donc c'est pareil pour les cadeaux. Et effectivement, de pouvoir, oui c'est ça, de pouvoir se poser un petit peu. Et donc je reviens sur les cadeaux, de les disposer de manière à ce que les enfants les distinguent bien, et surtout les laisser jouer avec tous ces papiers déchirés et ces cartons, parce que c'est ça un peu le moment d'euphorie en fait. C'est quand il y a cette espèce de grosse pile de... Nous, on fait un atelier comme ça, c'est juste des piles de feuilles de papier chiffonnées. Hein. Et les enfants s'éclatent pendant hyper longtemps avec. Donc, laissons-nous, voilà, encore une fois, profitons de ces moments. Merci. Et pour répondre Parce à la que question, oui, pardon, Méline. non, mais voilà, s'il y a effectivement, enfin, on sent derrière aussi cette question de comment peut-être freiner l'avalanche de cadeaux. Ça, c'est vrai que c'est complexe comme sujet parce que derrière tout ça, en fait, chacun, que ce soit les grands-parents ou les tontons, les tatis, en fait, derrière ça, ils ont un réel plaisir à offrir. Et du coup, leur demander de freiner, c'est peut-être aussi les priver de se faire plaisir en tant qu'adultes parce que voilà, ils se sont fait plaisir à choisir telle et telle chose. Donc, c'est vrai que voilà, moi-même au début, je prenais des 4 verres pour qu'il y ait un seul cadeau, etc. Mais voilà, je me suis rendu compte aussi que je privais une part du plaisir de l'adulte à avoir une attention. Et du coup, je n'étais pas forcément cohérente puisque je voulais aussi développer ça chez les enfants où je dis, voilà, c'est chouette de développer cet élan de générosité. Euh, Après, je pense on peut trouver un espèce de consensus en essayant de trouver un cadeau avec un thème unique. Par exemple, ça peut être un jeu de construction, je ne sais pas, un train en bois, et puis les grands-parents choisissent qu'ils veulent offrir la gare, et puis les tontons tatis, je ne sais pas, les locomotives, etc. Et donc, du coup, je trouve que quand même, il n'y a pas, c'est pas des attentions toutes éparpillées.
il y a quand même un sens où du coup l'enfant au final a un gros cadeau, mais un cadeau qui se construit grâce aux éléments que chacun a amenés. Ça peut être le thème de la gym et il y a une corde à sauter qui arrive d'un côté et puis une autre partie de la famille a offert, je ne sais pas, un jeu d'équilibre, etc. Et du coup, derrière, ça forme une unité qui est assez cohérente euh, pour l'enfant. Et pour autant, on a donné le thème à la famille et avec ce thème-là, chaque membre de la famille a trouvé un élément qui allait dans le sens du thème. Peut-être que ça peut être un espèce de consensus entre laisser chacun avoir une attention et en même temps, voilà, que ce soit pas trop disparate et du tout n'importe quoi et que ça va s'entasser dans la chambre et voilà. Ouais, c'est une Et, bonne et, idée parce que c'est vraiment c'est des casse-têtes de beaucoup de parents d'essayer d'équilibrer avec l'entourage et donc c'est une bonne piste essayer de trouver un thème ou une cohérence. Oui, Thomas, pardon. ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que euh, derrière un cadeau, ce que nous, on voit adultes comme un cadeau, comme, je sais pas, un jouet ou un jeu, en fait, c'est là où il faut se rendre compte que, et c'est un peu la fordance, l'enfant, il en voit 10. Mm. C'est-à-dire qu'un cube ou un jeu de cubes ou des crayons, nous, on voit un cube qu'on va empiler, ou on voit des crayons pour écrire. L'enfant voit 14 000 choses. Le crayon va devenir un bateau, va devenir un avion, le cube va devenir une montagne, etc., etc. Et donc là, c'est là que c'est passionnant de se laisser porter par les enfants et de les observer, parce que voilà, c'est pas la quantité de cadeaux qui fait la qualité, enfin, donc c'est pour ça que pour rebondir, moi j'irais, et on en a déjà parlé, des propositions de cadeaux quelque part les plus simples possibles, qui soient les moins enfermantes. Ce que je veux dire par là, c'est que quelque part une petite voiture, c'est une petite voiture. En gros, on la fait rouler. Alors on peut, quand on grandit, on s'abrique un paysage, etc. Peut-être, voilà. Mais ça reste quand même une petite voiture. Des cubes à manipuler, des crayons, des papiers différents. Euh, Faites confiance à l'enfant, il va en faire des voitures, il va en faire des avions, il va en faire, etc. Et c'est là où c'est génial, c'est que et c'est la même chose sur les installations, en fait. Et c'est la même chose dans mon métier, dans le graphisme. Plus vous êtes simple, plus vous laissez les gens libres de développer leur imagination, leurs compétences, etc. Et moins vous les enfermez. Ils ont tout en eux et l'enfant a tout en lui. Et en plus, pour lui, tout va être jeu. Donc c'est là aussi où nous, on prend du plaisir à l'observer. Et donc, il ne faut pas avoir peur de la simplicité, de voilà, c'est pas parce que ça clignote pas, que ça dit pas papa, maman, que sais-je, que c'est pas bien. Au contraire, je pense, que c'est exactement aussi, et c'est la même chose pour les adultes. Et en même temps, c'est le plus dur. En tout cas, moi, dans mon métier, on atteint un certain niveau quand on arrive à aller à l'essentiel, quand on arrive à aller dans la simplicité. Et souvent, on n'y va pas parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas fait d'efforts, les gens vont penser qu'on n'a pas assez travaillé, alors que c'est le plus dur, en fait. Voilà. Et quelque part, peut-être pour les parents, c'est le plus dur d'accepter qu'à Noël, offrir, et moi, chez Octoy, il y en a plein, on regardait l'autre jour, des super cubes à manipuler, enfin voilà, des jeux dont on sent qu'ils ont une proposition, mais ils sont complètement détournables en de multiples autres propositions. Oui, Méline, d'autres choses, c'est toujours la même ligne de l'importance du jeu livre, des jeux ouverts, versatiles, qui laissent vraiment beaucoup de place à l'enfant pour être acteur. Ouais, plus le matériel n'est pas prédéfini, plus l'enfant lui invente une vie et il lui invente un usage. Et puis chaque jour, il peut réinventer. Voilà, c'est très connu par exemple avec les caplas. Les caplas, un jour, ça va être des rails d'un train et le lendemain, ça va être des frites dans une casserole. Et puis le surlendemain, ça va être l'enclos pour ces petits animaux, ces petites figurines. Voilà, plus l'objet est simple, plus il est réinventé et plus ça dure au fil des âges parce que du coup, il n'a ni usage prédéfini ni d'âge d'ailleurs. C'est très bien dit sur les caplas, c'est de 0 à 99 ans. Voilà, y a pas, c'est pas un jeu qui fait bébé ou qui fait grand. Voilà. Donc effectivement, ce genre de matériel, enfin ce genre de jouet, c'est en général on se trompe très peu. Euh, Après, bon, on pourrait parler jouet, mais il y a aussi oser offrir
du matériel qui n'est pas forcément appelé comme un jouet, mais pour autant qui attire les enfants de 0 à 3 ans. Ils sont très attirés par nos placards de cuisine. Qui n'a pas eu d'enfant qui déballait les placards de cuisine, les tupperwares, etc. Pour lui, on lui offrirait une essoreuse à salade, ça serait le plus heureux du monde. C'est génial. Et j'ai déjà demandé aux grands-parents d'offrir les essoreuses à salade. Alors, bon, on regarde un peu avec des grands yeux. Et en même temps, pour ceux qui ont joué le jeu, ils n'ont pas regretté de voir combien de temps leurs petits-enfants, le soir de Noël, avaient joué avec des essoreuses à salade. Parce qu'il y a le mécanisme de faire tourner. Alors, en plus, il y a des essoreuses à salade avec des mécanismes différents. Après, on y met des boulettes de papier cadeau à l'intérieur. On voit les boulettes de papier cadeau qui tournent. On met des balles. On peut réinventer à l'infini. Et puis, l'enfant est hyper fier d'avoir son essoreuse à lui. Et il ne se fait plus gronder parce qu'il a piqué l'essoreuse de la cuisine. Voilà. Donc, il y a aussi, après, oser aller avec offrir du matériel qui n'est pas labellisé jouet, mais pour autant qui va apporter beaucoup de fierté à l'enfant d'en avoir. Par exemple, voilà, ça m'a fait plaisir. J'ai échangé récemment avec une amie et je lui demandais alors pour Noël, est-ce que tu as trouvé un petit peu des choses? Elle me dit, je me suis bien inspirée de toi et du coup, j'ai mis sur la liste des pinces à escargot pour les enfants parce qu'elle sait que j'utilise énormément les pinces à escargot dans les ateliers que je propose pour les enfants parce que ça a une préhension très facile. On peut attraper des noix, des balles de ping-pong. C'est absolument génial. Et voilà, ça m'a fait rire qu'elle ait mis ça sur la liste de Noël pour ses enfants. Quoi. Et on a beaucoup de questions sur Facebook de dire, bon, c'est très bien ces pistes, mais concrètement, vous pouvez nous inspirer. Et par exemple, Méline, des pistes d'inspiration pour, par exemple, quoi offrir pour un enfant de 6 mois, de 8 mois, de 18 mois. Est-ce qu'il a quelques jeux qui vont être bien pour cette tranche d'âge ou c'est trop engageant? Ouais. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai du mal à donner un objet pour un âge en particulier. Si on choisit du matériel que j'appelle du matériel neutre, par exemple des cubes de construction, par exemple en bois, ou l'arc-en-ciel Grimm qu'il y a chez Hot Toys aussi. Pour moi, on peut l'offrir en cadeau de naissance et on peut l'offrir à un enfant de 3 ans. Le tout petit va simplement regarder les couleurs et puis à 6 mois, il va faire basculer le petit arc et puis à 18 mois, il va détourner l'objet, il va s'en servir comme patin à glace, comme berceau pour sa poupée. À 3 ans, il va se lancer dans des jeux de construction. À 6 ans, ils vont en faire vraiment des édifices d'architecture magnifiques. Voilà, donc j'ai beaucoup de mal à donner des cadeaux en fonction des âges, mais plutôt, je parle en termes de jouabilité du jouet. Voilà, se questionner sur ce jeu, quelle jouabilité il va avoir, est-ce qu'il a une seule fonction. Voilà, je me dis que si tel objet peut faire au moins 15 choses, alors peut-être que c'est un bon choix. Oui, c'est vrai que, non, mais comme dit Méline, c'est vrai qu'on parle un peu de matériel comme ça, mais pour les tout petits, oui, il y a des choses de manipulation, les cubes en bois, les cubes colorés, les cubes nuancés, et puis tout le matériel de l'art graphique, finalement. Ce que j'appelle art graphique, c'est tout ce qui va être crayon, stylo, etc., qui, alors, pas à 2 mois, mais bon, voilà, qui sont forcément une source d'imagination et c'est des cadeaux, j'ai envie de dire, hyper riches parce qu'on peut en faire tellement de choses. Puis ça se casse pas, enfin voilà, c'est plutôt, ça fonctionne bien. Et puis, je pensais juste à une chose, moi, qui me paraît importante aussi comme cadeau, parce que je trouve que c'est un cadeau familial et c'est un cadeau qu'il ne faut pas oublier, surtout en ce moment, c'est les bouquins. Parce que lire des histoires aux enfants, parce que les aider à en inventer. Et puis je me dis surtout, les bouquins, c'est des trucs qu'on peut faire en famille. Donc on peut se retrouver tous ensemble, lire des livres. Je pense que c'est aussi des beaux cadeaux sur lesquels il faut foncer en ce moment. Mais effectivement, c'est vrai qu'avec Méline, on parle plus, oui, c'est ça de ma thèse, on se dit des objets, des jouets qui peuvent vraiment avoir d'autres fonctions
Et bon, c'est vrai que chez Hot Toys, vous en avez plein. Il y a plein de super beaux cubes en bois. Il me semble qu'il y en a aussi qui ne sont pas justement des cubes, voilà, forcément. Il a un silicone aussi de souple, Oui, alors je la pensais à ça nano aussi, tout ce qui est pâte à modeler, toutes les pâtes comme ça à manipuler, c'est ne serait-ce que de le manipuler, de pouvoir se le mettre contre le visage, tout ça, c'est des gestes que font les enfants. Et je trouve que, pareil, ça ouvre beaucoup de possibilités. Et puis en plus, ce qui est pas mal, c'est que ça reste aussi des jeux et des jouets, encore une fois, avec lesquels on peut mettre en place des moments avec les enfants. Voilà. On peut s'asseoir ensuite tous ensemble, faire de la pâte à modeler, faire des empreintes dans la pâte à modeler avec des objets. De la pâte à modeler, ensuite on va tous en famille le 25, avant le déjeuner du 25, en forêt chercher des pommes de pin, des cailloux, et puis on les laisse à disposition de l'enfant avec la pâte à modeler. Il va faire plein de choses avec, ne serait-ce que d'enfoncer les cailloux dans la pâte à modeler. Et tout ça, je pense que c'est hyper enrichissant, c'est hyper important et c'est hyper simple. On a beaucoup Et parlé de... Oui, Maline. si vous attendiez aussi peut-être des idées concrètes, je peux parler de quelques coups de cœur chez Optoys aussi. Par exemple, le U-porteur, qui est ce petit porteur rouge qui finalement n'a pas la tête d'un porteur habituel avec des roues, un volant, deux yeux, une bouche. Et pour autant, pour moi, c'est le meilleur porteur que j'ai jamais trouvé par sa maniabilité déjà, parce qu'un enfant de 9 mois va le pousser comme un petit chariot de marche, que les plus grands vont se faire des courses et que les adultes peuvent se mettre dessus aussi. Sans souci d'être trop grand, trop lourd ou pas. Et on fait des courses formidables en U-porteur de 9 mois à adulte et on passe vraiment, vraiment du moment vraiment très chouette. Je pense aussi, je crois que vous l'appelez le sac de danse chez Optoys. C'est vrai quand on regarde ce matériel-là, bon, il n'est pas forcément hyper attirant. Au départ, il est aussi pensé plutôt pour des enfants peut-être porteurs de handicap ou des enfants qui ont peut-être un besoin fort de contenance parce qu'on va s'envelopper dans ce sac de danse. Moi, pour l'avoir testé auprès de nombreux enfants, c'est vraiment un outil qui est vraiment très chouette entre s'amuser à se déguiser à l'intérieur de ça et puis aller s'apaiser à l'intérieur. On peut s'y mettre à deux. Comme c'est extensible et que ça épouse parfaitement les formes du corps, un adulte comme un tout petit peut se mettre à l'intérieur. Enfin, on passe vraiment des très très bons moments avec ce matériel-là et c'est rigolo parce que comme ça, si on n'a pas trop d'explications sur ce que c'est, je pense qu'on ne présage pas de cette jouabilité de ce matériel-là. Et il y avait, Méline, il y avait aussi les cabanes, là, parce que je sais, là, chez Automne, il y a aussi un espèce de trépied que vous avez en bois qui ressemble à un tipi, un oui. peu un étendoir, mais ça, c'est pareil, c'est 3 morceaux de bois sur lequel on peut accrocher. Enfin, là pareil, l'enfant va développer son champ d'exploration de manière géniale. Et il y a aussi, moi, ce que j'avais bien aimé, c'était les miroirs. Vous savez, le Il a plein kaléidoscope. d'incassables aussi. Ouais, et alors ça, alors nous on le fait. Alors je savais pas que ça existait chez nous. Nous on l'a fabriqué nous-mêmes. On a acheté 3 miroirs et qu'on a collé avec du gaffeur. Mais c'est vrai qu'on a fait ça. On le fait souvent. C'est génial parce que on peut avoir le miroir, puis à côté on peut offrir des petits cadeaux comme je sais pas des objets un peu scintillants ou de couleurs. Et après quand on va disposer ça sur le miroir, enfin l'enfant c'est là aussi il y a des effets de lumière, de couleur quand il manipule, enfin ça se reflète partout. Et ça paraît, voilà, pareil, toujours hyper simple, mais des possibilités innombrables pour le petit. Ouais, c'est chouette Thomas que tu parles des cabanes parce que effectivement, pour plusieurs raisons, justement les cabanes, je pense que quand on demande à tout adulte quel est ses meilleurs souvenirs d'enfance, c'est quand même très souvent que les cabanes sont citées. Donc il y a un vrai plaisir en général à partager un moment cabane avec les enfants. Autant on n'aime plus forcément jouer à la dinette ou aux petites voitures,
autant se faire un après-midi cabane, ça marche bien. Il y a vraiment, on est dans cette idée du plaisir partagé entre adultes et enfants. Et puis la cabane en tube de chez Hop Toys, elle est vraiment géniale parce que comme elle se démonte en un clin d'œil, voilà, elle impose pas une place définie. On peut la monter un après-midi et puis ranger les tubes derrière le canapé ou sous le lit sans que ça prenne de place. Et puis là aussi, dans cette idée éventuellement de faire un cadeau où chaque membre de la famille apporte sa contribution, et ben, quelqu'un peut acheter la structure en PVC et puis peut-être que les grands-parents peuvent ou acheter ou coudre les tentures et puis une autre personne peut acheter ou préparer un autre habillage et finalement tout le monde, toute la famille a contribué aux cabanes, aux cadeaux cabanes et du coup je pense qu'il y a un vrai sens symbolique Oui, ou la et création d'un sympathique. coin ou une atmosphère dans la cabane, des petits accessoires qu'on peut mettre dedans. Des Et petites justement, lampes, des petits... Des petites lampes, c'est ça. Si vous mettez un tissu très sombre autour de la cabane, enfin noir ou que sais-je, effectivement, mettre des petites lampes, cacher un livre au fond, créer comme ça une espèce d'alcôve cocon dans lequel on peut aller se mettre. C'est vrai que c'est... Enfin voilà, ça ouvre l'exploration, c'est génial. Et puis la cabane, effectivement, comme dit Méline, on peut mettre plusieurs tissus, plusieurs matières, donc elle peut avoir plusieurs vies, la mettre dehors sous la pluie avec une bâche en plastique. Ouais, enfin, ça c'est oui, génial plein de aussi. possibles. Mais oui, plein de possibilités. Et, et c'est important, j'ai bien aimé comme la discussion au final a répondu à beaucoup des questions des parents, des enfants ayant des besoins spécifiques ou en situation de handicap qui disaient est-ce que ça c'est applicable pour les enfants justement, lui porteur, les sacs de danse, les cabanes, il a beaucoup de choses qui sont vraiment ce qu'on appelle design pour tous, c'est-à-dire que c'est des jeux qui sont très libres, très ouverts, qui sont adaptables pour C'est ça aussi. et bien pertinente pour ce type d'enfants aussi. Donc, vous savez, tous les produits et une sélection très large des produits sur notre site www.optoys.fr. Comme ma collègue Marianne a commencé à partager des liens, certains sont en promotion. Ça s'appelle la sélection Je livre, justement, en lien avec la thématique de ce soir sur l'importance des cadeaux ouverts, simples. C'est super des crayons, comme disait Thomas, mais voilà, ne vous sentez pas aujourd'hui, en fait, c'est une invitation de la part de nos invités aussi à changer un peu le regard et n'avoir pas un complexe pour offrir une pince à escargot, des crayons, profiter de carton, des papiers emballage à Noël. Donc, une invitation voilà, à changer un peu les lunettes et une invitation à profiter ensemble. Effectivement, il y avait certains parents qui disaient c'est bien aussi les cadeaux expérience. Donc, soit on fait un cadeau autour d'un thème, soit on complète et une expérience. Et pour faire cette expérience, si c'est par exemple l'opéra, on peut offrir un petit instrument de musique et qui en même temps, voilà, voilà, il y a plein de possibles pour trouver une cohérence. Mais voilà, c'était une invitation à l'inspiration, à vous donner des bons conseils. Et Et oui, Méline. j'ai juste une petite phrase qui me vient. Alors malheureusement, j'ai oublié le pédagogue qui a cité cette phrase, mais il disait si 10% enfin, si la qualité d'un jouet tient à 10% du jouet et à 90% de l'enfant, alors c'est un bon jouet. Et du coup, j'aime bien cette idée parce qu'effectivement, c'est l'enfant qui fait la qualité du matériel et c'est pas se mettre la pression de se dire bon, est-ce que j'ai acheté le bon jouet, mais c'est se dire voilà, qu'est-ce que de toute façon, le jouet, enfin, le matériel, il est bon si l'enfant a toute la place de lui donner une vie et de lui créer des aventures, etc. Et que finalement, ça tient peu à la destination du jouet pensé par l'adulte à la base, quoi. L'aventure qui était le thème cette année de la semaine de la petite enfance, c'était s'aventurer. C'est bien tombé parce que pour le coup, on en vit tous une sacrée aventure. Aventure. Et si je puis me permettre, Sarah, les Oui, gens le peuvent mot de aller, la fin. ouais, peuvent aller sur le site semainepetiteenfance.fr. Les inscriptions sont ouvertes, c'est à destination des familles, de tous les professionnels. C'est gratuit. En vous inscrivant, vous avez accès à du matériel pédagogique gratuit que vous pouvez télécharger. Donc, n'hésitez pas, foncez. Vous aurez aussi là plein de propositions pédagogiques, dont un paquet aussi développé
souvent avec Méline, avec qui on bosse beaucoup et on s'amuse bien. Et qui a un site internet très intéressant, www.slowpedagogy.com. C'est ça? .fr. .fr, j'ai Ouais, cité. Très bien. Donc, bientôt.com. il a notre site aussi référent, et c'est www.optois.fr. On vous invite à rentrer si vous voulez vous inspirer sur des sélections produits. Il a aussi un guide cadeau si vous voulez, si vous nécessitant, voilà, pour faire les choix de cadeaux. Le live sera en replay sur notre page Facebook. Et bien sûr, demain ou après-demain, on essayera de faire un article de blog récapitulatif avec tous les bons conseils, les inspirations, les pistes que Thomas Ullmann et Méline de Trievos-Boyer dans les domaines toujours de 0 à 3 ans. Il avait des questions, voilà, on était vraiment dans la toute petite enfance. Nous sont donnés ce soir, donc merci infiniment à tous les deux. Merci beaucoup à vous, merci. Et merci à vous tous de votre fidélité, de votre présence, de votre partage, engagement et tous les commentaires. On est ravis de partager ce soir, à chaque fois, cette heure de partage ensemble. Portez-vous bien, bonne continuation et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.